30% en 6 mois, et un sous-sol bascule soudain. Ce contraste brutal transforme des chiffres techniques en conséquences politiques immédiates, car la hausse du lithium recompose les rapports de force bien au-delà des frontières. Pourquoi ce décalage concerne-t-il directement ceux qui observent Ibrahim Traoré? Et que change-t-il vraiment pour le Sahel aujourd'hui? Un paysage stratégique se redessine. La promesse de cette analyse est simple: donner au lecteur une grille de lecture claire pour relier des décisions politiques jugées abruptes à une dynamique économique précise et mesurable. L'enjeu n'est pas idéologique, mais pratique. Comprendre comment des choix présentés comme risqués s'inscrivent dans une logique structurée autour des ressources stratégiques. Au cœur de ce récit se trouve un déplacement du regard, des discours vers les données, des réactions visibles vers les contraintes invisibles. Lorsque les chiffres deviennent centraux, ils cessent d'être abstraits et commencent à organiser l'action publique. Pour le lecteur, l'intérêt est double. D'une part, il s'agit de distinguer ce qui relève de l'improvisation apparente de ce qui procède d'une stratégie construite sous pression. D'autre part, cette lecture permet d'évaluer les conséquences réelles des décisions prises, non seulement pour l'État, mais aussi pour les acteurs économiques, les communautés locales et l'équilibre régional. Dans ce cadre, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré n'est ni héroïsée ni disqualifiée. Elle est analysée comme une réponse politique à une transformation rapide de la valeur du sous-sol. La question centrale devient alors lisible. Que révèle cette séquence sur la manière dont un pays longtemps marginalisé tente de reprendre la maîtrise de ses leviers essentiels? Deux chiffres, rapprochés sur une même ligne temporelle, changent la lecture générale. Près de 100 000 tonnes de lithium confirmées début 2025, puis une hausse mondiale de 30 en seulement 6 mois, suffisent à déplacer le centre de gravité stratégique du pays. Pris séparément, ces indicateurs paraissent techniques. Ensemble, ils révèlent une dynamique où un territoire longtemps perçu comme périphérique devient un nœud énergétique émergent, exposé à des pressions rapides et multiples. La valeur du sous-sol n'augmente pas progressivement. Elle franchit un seuil qui attire l'attention d'acteurs extérieurs aux intérêts divergents. À partir de ce moment, chaque décision interne cesse d'être strictement nationale et commence à produire des effets régionaux. C'est dans ce cadre que la figure d'Ibrahim Traoré acquiert une portée particulière, non comme un symbole abstrait, mais comme l'expression politique d'un constat matériel. Lorsqu'une ressource stratégique devient indispensable à la transition énergétique mondiale, le tempo politique se contracte, les marges de manœuvre se réduisent, les hésitations coûtent plus cher, les choix s'accélèrent sous contrainte. La mise en contexte révèle alors une continuité souvent masquée par le récit événementiel. Les fermetures de frontières, les révisions contractuelles et les tensions diplomatiques ne surgissent pas ex nihilo. Elles s'inscrivent dans une séquence amorcée dès les premiers mois de 2025, lorsque les estimations minières commencent à circuler dans les réseaux spécialisés. À mesure que les chiffres se stabilisent, l'intérêt extérieur se densifie, parfois de manière informelle, parfois sous couvert d'évaluations techniques ou sécuritaires. Un exemple concret éclaire cette phase discrète. Autour de certaines zones minières, des responsables locaux rapportent une augmentation progressive des survols et des visites non annoncées. Aucune intrusion massive, aucun affrontement direct, mais une série d'approches fragmentées, répétées, presque exploratoires. Ces signaux faibles, ignorés au départ, constituent pourtant le prélude aux décisions spectaculaires observées plus tard. Ainsi, la mini-révélation n'est pas l'événement visible, mais le décalage temporel. La pression stratégique précède largement la réponse politique. Sur le terrain, la transformation ne se lit pas d'abord dans les communiqués officiels, mais à travers ceux qui vivent à proximité des zones minières. Chefs communautaires, responsables locaux et civils formés à la défense territoriale deviennent des observateurs privilégiés d'un changement progressif, presque imperceptible au départ. Leur rôle n'est pas décisionnel, mais révélateur.
Ils perçoivent avant les autres que leur environnement bascule vers un statut stratégique. Les premiers effets apparaissent sous forme de ruptures mineures dans la routine quotidienne. Des passages inhabituels, des demandes d'accès plus fréquentes, des visites techniques sans suite immédiate. Pris isolément, ces éléments ne déclenchent aucune alarme. Mais leur accumulation modifie les comportements locaux, renforce la vigilance et installe l'idée que le territoire attire désormais des intérêts extérieurs plus insistants. Cette perception précède toute annonce publique et façonne une lecture anticipée des événements à venir. Un cas récurrent illustre cette phase. Autour de certains gisements, des habitants signalent une présence étrangère fragmentée, souvent discrète, parfois ambiguë dans ses justifications. Il ne s'agit ni d'occupation ni de confrontation, mais d'une reconnaissance diffuse, testant les réactions locales et la capacité d'organisation du terrain. Ces observations, consignées dans des échanges informels, remontent passant progressivement vers les autorités régionales. L'impact précoce est moins économique que psychologique. Les communautés comprennent que leur espace change de valeur et que cette valeur attire des convoitises qui dépassent leur échelle habituelle. Ce basculement du regard transforme la manière dont les décisions ultérieures seront interprétées, non comme des ruptures soudaines, mais comme la réponse tardive à une pression déjà ressentie. Le point clé est là. Avant les mesures visibles, le terrain avait déjà changé de statut. Tout commence par un déplacement discret, presque silencieux, au tout début de l'année 2025. Les estimations minières se précisent. Les chiffres circulent. La perspective de près de 100 000 tonnes de lithium modifie la perception du sous-sol, non seulement à Bamako, mais dans plusieurs capitales étrangères attentives aux ressources critiques. À ce stade, aucune décision spectaculaire n'est prise. La pression s'installe avant d'être visible. Au fil des semaines, les signaux se multiplient. Des délégations informelles demandent des rencontres sectorielles. Les discussions portent systématiquement sur l'accès aux gisements, les conditions contractuelles, les possibilités d'exploitation accélérée. Plus la valeur anticipée augmente, plus les propositions deviennent insistantes. Le déclenchement n'est pas un acte unique, mais une accumulation de sollicitations qui réduit progressivement la marge de neutralité de l'État. En avril 2025, une première rupture intervient. Le gouvernement annonce une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits étrangers liés à l'exploitation minière. Présentée comme une mesure technique, elle agit comme un signal politique fort. Les investisseurs protestent. Certains suspendent temporairement leurs opérations. D'autres activent des relais diplomatiques pour tenter d'obtenir des exemptions. À partir de ce moment, la confrontation cesse d'être feutrée. Elle devient explicite. L'été marque une phase de tension latente. Sur le terrain, les responsables locaux signalent une intensification des approches autour des zones minières. Les mouvements restent fragmentés, mais leur fréquence augmente. En août, une annonce passe presque inaperçue dans certains récits internationaux. La création d'un fonds souverain destiné à capter une part directe des revenus miniers. Derrière cette décision administrative se profile déjà un changement de modèle, mais ses effets restent encore abstraits. La rupture visible survient à l'automne. Le 10 octobre 2025, la fermeture totale des frontières est décrétée. Décision radicale, décision immédiate. Les partenaires traditionnels dénoncent un geste dangereux. Les médias y voient un repli autoritaire. Sur le terrain, cependant, la lecture diffère. Il s'agit de bloquer l'accès aux corridors stratégiques au moment précis où la valeur du sous-sol atteint un seuil critique. 5 jours plus tard, le 15 octobre, le point de rupture se matérialise. Un affrontement éclate lorsqu'un groupe armé, appuyé par une puissance étrangère, tente de franchir la frontière sous couvert de sécurisation économique. L'épisode est bref, violent et asymétrique. Les forces locales, pourtant en infériorité, parviennent à contenir l'avancée grâce à des dispositifs préparés en amont. Le message est clair. L'accès n'est plus négociable.
Les répliques sont immédiates. Les sanctions se durcissent. Les critiques internationales s'intensifient. Les investissements étrangers se replient temporairement. Mais, en parallèle, l'appareil interne se réorganise. Les contrôles se renforcent. Les déformations techniques se multiplient. La trajectoire se resserre autour d'un objectif central, reprendre la maîtrise des ressources stratégiques. Dans cette séquence condensée, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un point de convergence, non comme l'origine unique des événements, mais comme celui qui assume politiquement un basculement déjà enclenché par la pression des faits. 3 repères chiffrés suffisent à organiser l'ensemble de la séquence observée en 2025. Le premier concerne le volume. Près de 100 000 tonnes de lithium sont confirmées par une étude nationale publiée au début de l'année. Ce chiffre n'est pas si figé, mais il constitue une base matérielle solide autour de laquelle se redéfinissent les priorités politiques. Un tel volume place immédiatement le pays dans une catégorie stratégique nouvelle, où chaque décision sur l'extraction, la fiscalité ou la sécurité prend une dimension régionale. Autrement dit, la ressource cesse d'être marginale et devient structurante. Le deuxième repère concerne le marché. En l'espace de 6 mois, le prix mondial du lithium augmente d'environ 30%. Cette variation est exceptionnelle dans un secteur déjà volatile. Elle traduit un décalage croissant entre la demande mondiale liée aux technologies énergétiques et les capacités d'extraction existantes. Une hausse aussi rapide agit comme un multiplicateur stratégique. Chaque gisement prend instantanément plus de valeur. Chaque corridor d'accès devient plus sensible. Chaque retard de décision coûte davantage. Ce mouvement explique pourquoi les approches extérieures se sont intensifiées dès le début de l'année, bien avant les annonces politiques visibles. Le troisième repère touche à la société. En juin 2025, environ 60% de la population exprime son soutien à la fermeture des frontières. Ce chiffre indique une adhésion majoritaire à des mesures pourtant contraignantes. Il reflète une perception largement partagée. Les décisions sont interprétées comme des mécanismes de protection plutôt que comme un isolement idéologique. Ce soutien social offre au pouvoir politique une marge de manœuvre rare dans un contexte de pression diplomatique et économique forte. Pris isolément, chacun de ces chiffres décrit une tendance. Mis ensemble, ils produisent une structure cohérente. Les réserves établissent la base matérielle. La hausse des prix trace la trajectoire de la demande mondiale. Le soutien interne fournit la légitimité nécessaire pour assumer des choix coûteux à court terme. C'est cette combinaison qui rend lisible la logique des décisions adoptées au printemps et à l'automne de 2025. La taxe exceptionnelle de 20% imposée sur les profits étrangers en avril s'inscrit directement dans ce cadre. Elle ne constitue pas une réaction impulsive, mais une réponse proportionnée à l'augmentation rapide de la valeur du sous-sol. La réaction des investisseurs confirme d'ailleurs la portée du signal. Repli temporaire des capitaux, protestations diplomatiques, tentatives de renégociation. Ces effets montrent que la mesure touche un point sensible du système extractif. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré s'éclaire différemment. Son action ne repose pas sur un pari idéologique, mais sur une lecture convergente des données disponibles. Lorsque les chiffres indiquent simultanément une ressource abondante, un marché sous tension et un soutien interne majoritaire, l'inaction devient elle-même un choix risqué. Les données ne servent plus seulement à décrire la situation, elles organisent l'action et contraignent le calendrier politique. Ainsi, loin d'être accessoires, les chiffres constituent l'ossature de la stratégie adoptée en 2025. Le débat suscité par les décisions prises en 2025 s'organise autour de 2 positions clairement structurées, chacune reposant sur une logique interne cohérente. Pour les partisans du verrouillage, la fermeture des frontières et la taxation exceptionnelle ne relèvent pas d'un repli idéologique, mais d'un impératif stratégique. Selon eux,
La montée rapide de la valeur du lithium transforme le territoire en cible potentielle, exposée à des tentatives d'ingérence économique et sécuritaire. L'affrontement du 15 octobre 2025 est souvent cité comme preuve tangible que les menaces ne sont ni hypothétiques ni lointaines, mais directement liées aux ressources stratégiques. Cette première position s'appuie sur une lecture prioritaire des données. Près de 100 000 tonnes confirmées, une hausse de 30 des prix en 6 mois et un soutien populaire majoritaire sont perçus comme des indicateurs convergents. Pour ce camp, ces chiffres justifient des mesures fortes, car ils signalent une fenêtre temporelle courte où l'État doit agir avant que les rapports de force ne se figent en sa défaveur. L'argument central est simple. Mieux vaut absorber un choc diplomatique immédiat que subir une perte durable de contrôle sur les ressources. Face à cette lecture, les opposants internes développent une inquiétude d'une autre nature. Ils reconnaissent la réalité des pressions extérieures, mais soulignent les coûts économiques potentiels du verrouillage. La contraction des investissements, l'accès restreint aux marchés internationaux et la dépendance persistante à des technologies importées sont présentés comme des risques majeurs. Selon cette approche, isoler le pays pourrait ralentir la modernisation de la chaîne extractive au moment même où les capacités locales demeurent insuffisantes. Ces deux logiques entrent en tension, mais ne s'annulent pas. Le retour aux données permet de dépasser l'opposition frontale. Les chiffres montrent que la pression extérieure persiste malgré le verrouillage, mais aussi que le soutien interne confère une stabilité politique relative. Ils indiquent également que l'ouverture sans condition exposerait le pays à une exploitation accélérée, difficilement réversible. Dans cette confrontation, la position associée à Ibrahim Traoré s'inscrit comme une tentative d'arbitrage sous contrainte. Elle ne nie pas les risques économiques, mais considère que, dans le contexte de 2025, la perte de souveraineté constituerait un coût plus élevé encore. Le débat reste ouvert, mais les données imposent un cadre de discussion plus étroit qu'il n'y paraît. Le centre de gravité change ici. La création du fonds souverain marque une inflexion décisive dans la séquence de 2025. Souvent reléguée au second plan, cette décision administrative transforme pourtant la logique générale. Jusqu'alors, les mesures pouvaient être lues comme défensives, destinées à contenir des pressions immédiates. Avec ce fonds, l'État ne se contente plus de bloquer des accès. Il organise la captation et la redistribution de la valeur issue du sous-sol. Ce déplacement est essentiel. Il signifie que la stratégie ne repose plus uniquement sur le contrôle territorial, mais sur la structuration économique à long terme. Les revenus miniers cessent d'être perçus comme des flux externes difficiles à maîtriser. Ils deviennent un levier interne, orienté vers l'investissement, la formation et les infrastructures. La souveraineté change alors de nature. Elle n'est plus seulement protectrice, elle devient productive. C'est à ce point précis que la trajectoire associée à Ibrahim Traoré prend une dimension nouvelle. Son rôle ne se limite plus à répondre à une urgence sécuritaire ou diplomatique. Il s'inscrit dans la mise en place d'une architecture destinée à rompre avec le cycle extraction-exportation qui a longtemps dominé. La révélation n'est donc pas un événement spectaculaire, mais une bascule silencieuse. La stratégie passe de la réaction à la projection. À partir de là, les décisions précédentes se réordonnent et prennent un sens différent. Pour l'État, les décisions prises en 2025 produisent un double effet immédiat. D'un côté, elles renforcent la capacité de contrôle sur les flux stratégiques en réduisant l'accès non maîtrisé aux zones minières et aux corridors sensibles. De l'autre, elles exposent l'appareil public à des coûts diplomatiques et financiers élevés, notamment sous forme de sanctions et de tensions prolongées avec certains partenaires. Cependant, la centralisation accrue des revenus miniers via le fonds souverain offre un levier inédit pour planifier des investissements à moyen terme. Dans cette perspective, l'action associée à Ibrahim Traoré apparaît comme une tentative de transformation institutionnelle accélérée, assumant des pertes à court terme pour consolider une autonomie future.
Pour les entreprises, l'impact s'est contrasté. Les opérateurs étrangers voient leurs marges se réduire sous l'effet de la taxation exceptionnelle et du durcissement des conditions d'accès. Certains suspendent leurs activités, d'autres cherchent à renégocier dans un cadre plus contraint. À l'inverse, les acteurs nationaux bénéficient d'un espace élargi. Le retrait partiel des multinationales ouvre des opportunités, mais aussi des responsabilités nouvelles. La capacité à structurer une chaîne extractive locale, de l'extraction à la transformation, devient un enjeu central. L'effet n'est donc pas un simple transfert d'acteurs, mais une reconfiguration profonde du tissu économique. Pour les populations vivant à proximité des zones minières, les conséquences sont plus ambivalentes. La sécurisation accrue et les premières retombées liées au fonds souverain nourrissent un espoir tangible d'amélioration des infrastructures et des services. Dans le même temps, la militarisation relative des espaces et la persistance des tensions régionales entretiennent un sentiment d'incertitude. Les habitants se trouvent au cœur d'un paradoxe. Leur territoire gagne en valeur, mais cette valeur attire des risques supplémentaires. Ce vécu quotidien explique en partie le soutien majoritaire observé à l'égard des mesures de protection adoptées. À l'échelle régionale, enfin, les effets dépassent largement le cadre national. L'augmentation des réserves confirmées et la flambée des prix du lithium redéfinissent l'équilibre stratégique du Plusieurs États voisins observent attentivement la trajectoire malienne, évaluant la possibilité d'adopter des politiques similaires. La posture défendue par Ibrahim Traoré devient ainsi un point de référence, non comme un modèle clé en main, mais comme une expérience politique à fort coût assumé. Cette dynamique alimente l'idée d'une recomposition régionale progressive autour de la maîtrise des ressources critiques. Dans l'ensemble, les conséquences ne se résument ni à un succès immédiat, ni à un échec évident. Elles dessinent un champ de contraintes et d'opportunités qui redéfinit durablement les marges de choix des acteurs concernés. À court terme, 3 trajectoires plausibles se dessinent à partir des décisions déjà prises en 2025. Elles ne constituent pas des prédictions, mais des cadres d'analyse permettant d'évaluer la cohérence interne des choix opérés et leurs effets probables si les lignes actuelles se prolongent. Dans une trajectoire de stabilisation contrôlée, le pays parvient à maintenir l'essentiel des mécanismes mis en place. Les investissements étrangers restent limités, mais une partie de l'activité se réorganise autour d'acteurs nationaux et de partenariats plus sélectifs. Le fonds souverain commence à financer des projets ciblés, principalement dans les infrastructures et la formation technique. Les tensions diplomatiques persistent, sans toutefois s'aggraver. Cette configuration privilégie la consolidation interne, au prix d'une croissance modérée et d'une vigilance constante sur la répartition des bénéfices. Une trajectoire plus favorable repose sur un élargissement régional progressif. L'exemple malien inspire certains États voisins confrontés à des problématiques similaires de dépendance extractive. Des coordinations informelles émergent, portant sur l'harmonisation fiscale, la mutualisation logistique et la défense collective des ressources stratégiques. Dans ce scénario, les coûts politiques initiaux sont partiellement compensés par un renforcement du pouvoir de négociation régional. Les investissements africains gagnent en importance, tandis que la dépendance aux capitaux extérieurs se réduit lentement mais durablement. Un troisième scénario, plus contraint, combine durcissement extérieur et fragilités internes. Les sanctions internationales s'intensifient, limitant l'accès aux marchés et aux technologies. L'inflation augmente, les infrastructures accusent des retards et les tensions sociales s'accentuent dans certaines zones urbaines. Le modèle de souveraineté, solide sur le plan stratégique, devient plus difficile à soutenir sans ajustement diplomatique majeur. Dans ce cas, le coût économique à court terme pèse lourdement sur la cohésion sociale. Ces trajectoires mettent en évidence un point commun. Aucune décision prise en 2005 n'est autosuffisante. La résilience dépend moins de la radicalité initiale
que de la capacité d'adaptation continue. La question clé n'est donc pas de savoir si une option est idéale, mais sous quelles conditions elle peut rester soutenable. C'est dans cet espace conditionnel que se joue l'équilibre entre souveraineté, ouverture et stabilité. Au-delà des décisions étatiques et des équilibres géopolitiques, les transformations engagées en 2025 se répercutent directement sur des groupes rarement placés au centre de l'analyse. Pour les jeunes générations, l'essor du secteur minier et énergétique ouvre un champ d'opportunités inédites. Les programmes de formation technique lancés dans l'année créent des perspectives d'emploi qualifiées, notamment dans la géologie, la maintenance et la transformation. Cependant, ces opportunités s'accompagnent d'une exigence nouvelle, la capacité à inscrire ses compétences dans un projet durable, sans reproduire des dépendances anciennes. Pour les familles MBA vivant à proximité des zones minières, les effets sont plus ambivalents. L'amélioration progressive des infrastructures et l'espoir suscité par le fonds souverain renforcent l'idée que la valeur générée pourrait enfin bénéficier aux communautés locales. Dans le même temps, la persistance des tensions sécuritaires maintient un climat de vigilance quotidienne. Ces familles se trouvent au croisement de deux dynamiques opposées, promesses de développement et exposition accrue aux risques liés à l'intérêt stratégique de leur territoire. La diaspora, enfin, occupe une position particulière. Exposée à des récits médiatiques souvent contradictoires, elle doit composer avec une lecture fragmentée des événements. Les témoignages venus du terrain diffèrent parfois sensiblement des analyses internationales. Cette dissonance pousse de nombreux expatriés à renforcer leurs liens avec les communautés d'origine afin de comprendre les implications concrètes des changements en cours. Le débat cesse alors d'être abstrait pour devenir personnel. Dans cet ensemble, un point commun se dégage. Les décisions prises ne sont pas perçues uniquement comme des choix politiques, mais comme des facteurs qui redéfinissent les trajectoires individuelles. C'est à cette échelle humaine que se mesure, en dernier ressort, la portée réelle des transformations engagées. Pour que les décisions de 2025 produisent des effets durables, une feuille de route précise s'impose, articulée autour d'objectifs mesurables et de responsabilités clairement identifiées. La première étape concerne les compétences. Dès 2025-2026, l'État, en lien avec les universités et les centres techniques, peut renforcer les filières de géologie, d'extraction et de maintenance énergétique. L'indicateur clé est simple. Augmenter la part de postes techniques occupés par des nationaux, suivis annuellement. La deuxième étape vise la diversification économique. Réduire la vulnérabilité liée à la dépendance minière suppose d'activer des secteurs complémentaires. Sur un horizon de 3 à 5 ans, l'agriculture durable, des formes de tourisme encadrées et des technologies locales peuvent être développées par les ministères sectoriels et les collectivités. Le suivi s'effectue par l'évolution de la part du produit intérieur brut hors secteur extractif. La troisième étape concerne l'échelle régionale. La construction d'un cadre de coopération avec des pays voisins repose sur des séquences diplomatiques régulières, des accords fiscaux communs et une mutualisation logistique progressive. Les critères d'évaluation incluent le volume des échanges intra-régionaux et le nombre d'accords harmonisés. Cette dimension conditionne la capacité à peser collectivement face aux marchés mondiaux. La quatrième étape porte sur les infrastructures. Entre 2025 et 2030, la stabilisation des réseaux énergétiques et la modernisation des corridors miniers deviennent prioritaires. L'objectif mesurable exerce la réduction des coûts logistiques et des interruptions d'approvisionnement. Enfin, la gouvernance du fonds souverain constitue le pivot de l'ensemble. Audits réguliers, publication des revenus et contrôles citoyens indépendants doivent être institués. Dans ce cadre, la trajectoire portée par Ibrahim Traoré trouve sa cohérence. Transformer une réponse conjoncturelle en architecture institutionnelle, capable de survivre au cycle politique. Revenir aux communautés, évoquées au début du récit, permet de mesurer l'ampleur du basculement engagé. Dans les villages proches des zones minières,
Ceux qui observaient dès les premiers mois de 2025 des survols inhabituels, des passages nocturnes et des approches discrètes perçoivent aujourd'hui une différence tangible. Les formations locales se multiplient, certaines infrastructures s'améliorent et un sentiment nouveau apparaît. La valeur extraite du sol ne disparaît plus immédiatement hors du territoire. Ces changements restent fragiles. Les tensions sécuritaires n'ont pas disparu. La pression extérieure demeure. Mais, pour la première fois depuis longtemps, les habitants associent les décisions nationales à des effets concrets dans leur quotidien. La souveraineté cesse d'être un concept abstrait pour devenir une expérience vécue, faite de vigilance collective et d'attentes mesurées. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur plutôt que comme une fin en soi. Elle symbolise moins une personnalisation du pouvoir qu'une prise de conscience partagée. Un pays peut choisir de ne plus être un simple décor des stratégies étrangères. Ce choix n'efface ni les risques ni les sacrifices, mais il redonne une cohérence à des décisions longtemps perçues comme dispersées. Une phrase s'impose alors, simple et sans emphase. Reprendre le contrôle change la manière de regarder l'avenir. C'est ce déplacement du regard, plus encore que les événements eux-mêmes, qui marquent le véritable tournant. Au terme de cette séquence, une évidence s'impose. Les décisions analysées ne peuvent être réduites ni à des gestes impulsifs, ni à une trajectoire entièrement maîtrisée. Elles s'inscrivent dans un contexte où la valeur des ressources stratégiques contraint fortement les choix disponibles et accélère le temps politique. Comprendre cette dynamique suppose d'accepter la complexité, sans chercher des réponses simples à des situations structurellement tendues. Ce récit ne propose pas une lecture définitive, mais un cadre pour réfléchir. Il invite à dépasser les jugements immédiats afin d'examiner les enchaînements, les données et les conséquences à différentes échelles. À travers cette approche, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré apparaît comme un cas d'étude, révélateur des dilemmes auxquels sont confrontés de nombreux États riches en ressources, mais exposés à des pressions multiples. La question demeure ouverte. Comment concilier protection des leviers essentiels, coopération régionale et intégration dans un système économique mondial sous tension? Les réponses varieront selon les points de vue, les expériences et les priorités. C'est précisément cette diversité de lecture qui peut enrichir le débat, à condition qu'il reste informé, nuancé et attentif aux réalités du terrain. Quelle dimension de cette transformation mérite, selon vous, d'être explorée plus en profondeur ?